Bernard. Bienvenue au téléjournal DMF. Bonjour, ici Claudette Bernard. En manchette, le projet Horizon autonome prend son envol. Saint-Castin vers la voie de l'autonomie énergétique. 6e édition du bal du Godet d'or. Vacances pour le pouvoir impérial angélistanais. Nouveau trône pour le prince Jean-Pierre IV. Entrevue avec le prince Vincent sur les droits LGBT en Tchétchénie. Un projet linguistique pour le Surlande. Tout d'abord, suivons 2 citoyens d'Angélistan dans leur périple pour l'autonomie alimentaire. Le 8 juillet dernier, au volant d'un camping-car qu'ils ont retapé de A à Z, équipé de panneaux solaires et affectueusement surnommé le Tardis, Thibaut Plaire, photographe et citoyen nyalistanais, sa compagne Florence et leur bébé, âgé de 8 mois, s'apprêtaient à partir de l'ouest européen aux steppes mongoles à la découverte des enjeux de l'autonomie alimentaire. Objectif du voyage, étudier, filmer les savoir-faire mis en œuvre par les hommes pour assurer leur subsistance face au changement climatique et à la diversité des terroirs. Cette expédition donnera lieu en effet au tournage d'un documentaire et doit permettre à cette famille de créer dans la région bordelaise d'où elle est originaire une ferme autonome et pédagogique s'inspirant des techniques ainsi collectées. Sa Majesté impériale était présente pour les encourager. Eh bien, c'est un jour de fête pour l'Indialistan et pour ses citoyens, car l'un d'entre eux, avec sa compagne et son bébé, s'apprête à partir pour une expédition hors norme, qu'il conduira, si tout va bien, jusqu'à Oulan-Bator. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Il va partir à la découverte de l'agriculture sous toutes ses formes, de la manière dont les hommes s'en sortent face au changement climatique pour conquérir leur autonomie alimentaire. Il nous ramènera des belles images, il nous ramènera des belles images de l'horizon également, ce qui est essentiel pour l'Empire. Et il nous ramènera le récit de ses rencontres avec les autres micronations qu'il aura pu voir sur son chemin. Parce que l'autonomie, ça passe aussi par l'autonomie citoyenne et la capacité à se mettre en question, à réfléchir, à se demander où on est, pourquoi on est là, où on va et à quoi ça sert. On a toujours remarqué dans nos voyages que les locaux, les gens qui vivent, qui vivent dans ce monde sont toujours ravis de rencontrer des nouvelles personnes, sont toujours ravis de rencontrer des gens qui viennent de loin, et que tout ce qu'on voit aux infos et tout ce qu'on entend à la télé, finalement, ce sont que des conflits d'ego politiques et gouvernementaux. Et les peuples qui sont sur la Terre et qui occupent la Terre, ils sont toujours ravis de rencontrer des nouvelles personnes qui viennent de nouveaux horizons. Ce départ officiel a aussi été l'occasion pour les autorités indialistanaises d'en souligner l'importance en remettant aux voyageurs les insignes de chevalier dans l'ordre national du Sextant d'or, une décoration et un instrument évidemment hautement symbolique pour une telle entreprise. Citoyen Thibaut, au pied de ce chêne bicentenaire planté en 1815, qui nous rappelle la permanence de la végétation et l'intérêt de la préserver, j'ai le plaisir de te faire chevalier dans l'ordre du Sextant d'or. C'est un grand honneur. Et je suis très fier de faire ça devant ce magnifique chêne rouvre. Je crois que c'est un beau symbole pour le voyage que tu vas faire et que tu entreprends. Tu en verras d'autres, des plus vieux, des plus grands, des plus beaux encore. Des plus radioactifs aussi. Des plus radioactifs. Le parcours en effet sera riche en découvertes et en surprises en tout genre. Mais avant de quitter la France pour traverser l'Europe et de rejoindre l'Asie centrale, les tout derniers préparatifs étaient indispensables. Le Tardis a bien sûr été orné d'un macaron portant le sigle de l'Empire. Et un drapeau a été remis à nos intrépides explorateurs qui pourront le faire flotter devant de nombreux horizons. Enfin, le véhicule a été baptisé dans la plus pure tradition indialistanaise. Fait notable, aucun blessé n'a été déploré à l'issue de cette opération. Il est bien tiède. Ainsi préparés à affronter l'adversité, nos voyageurs sont ensuite partis vers leurs objectifs. Après un temps d'arrêt en Picardie pour des raisons familiales,
Leur première halte a eu lieu en Belgique, où se situe l'ambassade et la résidence du grand-duc de Flandrensis, dont l'accueil extrêmement sympathique témoigne de l'amitié qui perdure entre les deux nations. À l'heure où sera diffusé ce reportage, l'expédition sera déjà passée par Berlin pour rejoindre Kiev en Ukraine. Bonne route à eux! Le gouvernement de Saint-Castin vient de créer sa propre compagnie électrique. Le but? Une totale autonomie énergétique. Poursuivons avec le reportage. Le gouvernement castinien vient de créer une nouvelle compagnie électrique, Hydro Saint-Castin, destinée à l'usage domestique des habitants castiniens. Il faut rappeler que le ministre-président de Saintes a signé le 25 juin dernier la déclaration sur la gestion écologique micronationale, une déclaration écrite qui a vu le jour sous l'impulsion du grand-duc Nil de Flandrensis. Dans l'esprit de ce texte, le gouvernement castinien veut miser sur l'autonomie énergétique. Le plan, qui est à la base de la création d'Hydro Saint-Castin, permettra au réseau électrique castinien de conquérir une totale indépendance vis-à-vis les réseaux voisins. Les autorités énergétiques de la République comptent produire leur propre électricité par le biais de mini-centrales solaires ou hydrauliques. Le premier projet, qui s'étalera sur plusieurs années, est la construction d'un barrage hydroélectrique dans les Laurentides afin de fournir la capitale Tekakwitha. D'autres projets de plus petite envergure dans les enclaves de Cherrier et d'Iberville et de Villemaison du Val-Noir consisteront à installer des panneaux solaires afin de réduire la dépendance envers le réseau électrique de la Société d'État québécoise Hydro-Québec et d'inciter les citoyens castiniens à économiser leur consommation électrique afin de faire baisser l'empreinte carbone de chacun. Dans les années à venir, des investissements massifs sur l'électrification des moyens de transport seront mis en place par Hydro Saint-Castin. Il est à noter que malgré l'achat d'électricité à Hydro-Québec, nous pouvons certifier que la totalité du courant provient de ressources électriques renouvelables. C'est un reportage CRBS, Tekakwitha, République de Saint-Castin. À chaque année, en septembre, a lieu le plus grand événement micronational au monde, le bal du Godet d'or. Suivons le prochain reportage. C'est officiel, le Grand Bal du Godet d'Or, le plus grand événement micronational du monde, organisé chaque année par la Principauté d'Aigues-Mortes, aura lieu cette année le samedi 23 septembre. C'est déjà la 6e édition de cet événement, attendu aussi bien par les Aigues-Mortais que par les têtes couronnées et chefs d'État de l'ensemble du monde micronational. Le Grand Bal princier du Godet d'Or est en effet la plus grande soirée de gala de la Principauté et il réunit chaque année plus d'une centaine de convives aigues-mortais qui assistent notamment à la remise du prix de Constance décerné à une personne ayant réalisé une action significative pour le bien d'Aigues-Mortes. Cette année, le Grand Bal princier du Godet d'Or aura lieu à la Camargue, restaurant emblématique d'Aigues-Mortes qui avait déjà accueilli l'événement en 2014. Il sera notamment rythmé, selon les vœux de la princesse Olivia Eugénie, par une représentation de flamenco et de sévillane réalisée par l'association Les Andalouses de Camargue. Quant aux invités prestigieux qui ont déjà fait savoir qu'ils seraient présents aux côtés de la famille princière d'Aigues-Mortes, les micronations francophones seront bien sûr largement représentées. Sont ainsi attendus leurs majestés impériales Clotilde et Olivier d'Andialistan, son Altesse Sérénissime le prince Vincent d'Eliantis et de nombreux représentants de la nation faumoire, au premier rang desquels le directeur de l'Institut faumoire, l'honorable Sogoln Ig-Iska. Sont aussi attendus Sa Majesté la Reine Caroline de Ladonia et son Altesse Royale le Prince Consort Dave, venus tout spécialement d'Amérique, ainsi que le Prince Arthur Louis et la Princesse Edith de la maison andorrane de Homestead. En outre,
Des ambassadeurs d'aigues mortes venus du Royaume-Uni, d'Italie et même de Thaïlande et de Malaisie seront également présents. Un bien bel événement en perspective. Les vacances ne sont pas de tout repos. Suivons la famille impériale angélistanaise dans leur périple. Les détails dans le prochain reportage. Si la période estivale est traditionnellement synonyme de vacances, le voyage qu'elle implique est tout sauf synonyme de vacances, du pouvoir pour l'Empire d'Angélistan. D'une part, parce que les déplacements impériaux effectués systématiquement en famille assurent la pérennité de la capitale Angélabad, dont le caractère nomade est lié à la réunion à un même endroit de l'empereur et de l'impératrice. D'autre part, parce que le siège du pouvoir, dans ce type de circonstances, se trouve ainsi de nouveaux horizons devant lesquels provisoirement s'implanter. Et on le sait, la collecte des horizons fait partie des activités les plus prisées en Angélistan. Chaque déplacement est aussi l'occasion, pour Sa Majesté impériale Olivier, d'explorer davantage les réalités micronationales. C'est dans cet esprit que la famille impériale a souhaité, au mois d'août, faire escale en République indépendante de Figueroles, une micronation hôtelière fondée en 1956 dans le secteur de la Ciotat, où il a été possible, grâce au savoir-faire des hôtes de ces lieux, d'allier plaisir gastronomique et vue exceptionnelle. La famille impériale d'Angélistan a également fait une halte en principauté des Comtés-Unis, en région lyonnaise, mais les calendriers respectifs des chefs d'État n'ont hélas pas permis d'organiser une rencontre avec le prince Dache et Sa Majesté impériale Olivier. Le prince Jean-Pierre IV a reçu un nouveau trône. Plus de détails dans le prochain reportage. Le 25 août, jour de la Saint-Louis, la principauté d'Aigues-Mortes dévoilait le nouveau trône de son Altesse Sérénissime Jean-Pierre IV. Stéphane Laroche, maître d'œuvre de ce siège princier, l'avait livré ce même jour au couple régnant. Le trône a demandé quelques 60 heures de travail. Il est orné de 147 gemmes et ses pattes de lion ont été sculptées directement sur les pieds du trône. L'œuvre dans son ensemble symbolise les 4 éléments. L'eau avait les pierres précieuses taillées en gouttes, l'air avait les flamants, la terre avait les pattes du lion et le feu avait la pièce solaire de coiffe. Les artisans ont souhaité ici illustrer que le règne du souverain s'appuie sur les 4 éléments qui le soutiennent dans sa magnificence. La pièce solaire, telle une aura, a été placée en pièce de coiffe pour créer une forme d'auréole sacrée de style camarguais telle que l'on en trouve sur les saints personnages dans l'art régional. Le blason arbore bien entendu la croix de Camargue, et les 2 flamants, oiseaux de l'amour et animal national de la principauté, y sont représentés en gardiens de cette aura princière. La première utilisation officielle du trône est programmée pour le grand bal princier du Godet d'Or le samedi 23 septembre prochain. Aujourd'hui, en entrevue, le prince Vincent Deliantis sur les droits LGBT en Tchétchénie. Bienvenue, Votre Altesse. Bonjour Claudette Bernard. Mais quelle est la position de la micro-francophonie sur les droits LGBT? Alors la position de l'OMF sur les droits LGBT, ils sont très clairs, ils sont posés dès les articles 3 et 4 de la charte constitutive de l'organisation. L'article 3, lui, pose plus spécifiquement, effectivement, le respect aux droits des minorités. Et évidemment, la communauté LGBT n'en est pas exempte. L'organisation de la micro-francophonie se veut comme défenseur des droits de la communauté LGBT et son garant pour la promotion du respect de ces droits.
Quel est le nerf de la guerre contre l'homophobie en Tchétchénie? Oui, effectivement, la situation en Tchétchénie, elle est symptomatique des situations d'exaction que l'on peut rencontrer vis-à-vis d'une minorité. Là, il s'agit d'une très vaste opération de répression des membres de la communauté homosexuelle tchétchène qui avait été révélée par le journal d'investigation russe, le Novaya Gazeta, sur l'arrestation de centaines d'individus qui sont ensuite placés dans des camps de concentration avec des sévices quotidiens, la pratique de la torture. Toutes ces informations, elles doivent évidemment alerter les membres de la communauté internationale à agir rapidement, car c'est une situation d'urgence, et effectivement, ça doit permettre d'être un facteur de rassemblement à l'intégralité des membres de la communauté internationale des micronations à agir ensemble. Quelles sont les démarches entreprises par votre secrétariat? Alors effectivement, le secrétariat en charge des droits de l'homme va réaliser 2 campagnes. La première campagne est une campagne de dons sur Internet, une campagne participative où tout un chacun va pouvoir apporter son aide financière pour les exactions, pour lutter contre les exactions en Tchétchénie. L'intégralité des dons qui seront récoltés sera entièrement reversée à une association locale pour qu'elle puisse à son tour venir en aide financièrement aux victimes de cette persécution et notamment pour qu'elles puissent quitter le pays de la manière la plus sereine possible. Dans un deuxième temps, le secrétariat va mettre en place une campagne de sensibilisation aux exactions qui sont réalisées en Tchétchénie pour que tout un chacun puisse voir la réalité sur le terrain et pour qui sait peut-être alerter aussi les pays de l'Union européenne à agir beaucoup plus concrètement. Donc, quel organisme avez-vous contacté? Alors, effectivement, nous avons contacté plusieurs organismes locaux. Ça a été le cas pour Human Rights Watch ou encore le Novaya Gazeta qui travaillent au plus près du terrain pour que justement l'OMS puisse agir avec eux, main dans la main, pour des actions concrètes et pour que nous puissions aider efficacement les victimes de ces persécutions en Tchétchénie pour pouvoir faire en sorte qu'elles puissent être évacuées du pays le plus rapidement possible parce que c'est une urgence qui ne doit pas être oubliée, qui doit absolument être prise en compte par les autres pays de l'Union européenne. Croyez-vous que d'autres micronations emboîteront le pas? Alors, est-ce que nos actions vont être suivies? Oui, il n'y a pas de raison qu'elles ne le soient pas. Je me souviens très bien lorsque l'affaire avait éclaté, de très nombreuses micronations avaient réagi, et pas uniquement les membres de l'organisation de la micro-francophonie, parce qu'il est évident que nous sommes tous animés par un respect naturel des droits de l'homme, un respect de la démocratie, un respect des minorités. Et donc c'est vrai que je le souhaite et j'invite toutes les micronations à participer, à pouvoir soutenir toutes les actions menées par l'OMS pour qu'on puisse justement, ne serait-ce qu'il y ait une seule personne. Ce sera déjà une très grande victoire, pour nous. Merci beaucoup, Votre Altesse, pour votre temps. C'était le prince Vincent Deliantis pour les droits LGBT. Au sujet. Merci à vous. C'était le prince Vincent Deliantis au sujet des droits LGBT. Poursuivons avec le nouveau projet linguistique du Surlande. La principauté du Surlande a décidé de se lancer dans un nouveau projet culturel, un projet qui est en fait de créer une langue propre au Surlande. Donc c'est ce qu'on appelle communément une conlangue. C'est une langue créée de toutes pièces pour avoir un rapport avec des langues vivantes ou mortes, mais qui est créée par une ou un petit groupe de personnes. Le but étant de pouvoir diversifier la culture surlandaise à travers une langue tout en ayant cette envie d'apprendre et de s'intéresser en fait à la linguistique, car la langue et la linguistique sont vraiment des choses essentielles dans la culture et dans l'identité d'un peuple, d'une nation, voire même d'une micronation. Alors, il y a certaines micronations qui ont essayé de construire leur propre langue. Le Surlande ne l'utilisera pas comme langue officielle. Le Surlande gardera le français et l'anglais comme langue officielle pour des questions de communication avec les autres personnes.
Mais le Surland offrira la possibilité aux gens qui le souhaitent de s'intéresser à une langue différente qui permettra en même temps aux Surlandais et à ceux qui le souhaitent de renforcer la culture et l'idée d'appartenance au Surland. Ce projet donc va durer très longtemps, je pense, car dans un premier temps, il y aura toute une partie d'apprentissage et de connaissances sur la linguistique, donc comment construire une langue, comment elle est construite, et ensuite viendra justement la partie de construction de la langue avec la création aussi de mots, ça va prendre énormément de temps. Alors il n'y a pas encore d'objectif véritablement défini au niveau des délais. Bien sûr, on s'oriente sur des questions de mois, voire d'années, avec pour l'instant une espérance de créer quelques milliers de mots pour pouvoir pour tenir des conversions de base de la vie de tous les jours. C'est le but de passer sur une culture plus profonde et beaucoup plus spécifique, donnant beaucoup plus de relief à la principauté du Surland. C'était le téléjournal DMF. Merci à tous pour votre écoute. On se revoit le mois prochain.